Maître Liao et Dr Cludy, la médecine chinoise au quotidien. Cher Liao, je suis très heureux de te rencontrer à nouveau dans ce dimanche de décembre où nous allons aller vers la nuit la plus profonde, la journée la plus courte, et que nous puissions à cette occasion plonger dans l'intériorité de chacun et d'aborder dans cette conversation que nous allons tenir ensemble la psychologie telle que la médecine traditionnelle chinoise l'envisage, ce qui est une source d'inspiration et de compréhension et d'élargissement de notre conscience à nous occidentaux qui avons une perception très univoque de la psychologie. Et je te passe la parole afin que tu puisses nous situer l'approche en médecine traditionnelle chinoise de la psychologie humaine. Bonjour, je suis ravie de retrouver ici toujours avec Dr Jean-François Cludy, de parler sur ce sujet. Parce qu'on ne savait pas que, en fait, dans la médecine chinoise, on a une lignée, une tradition sur les problèmes psychologiques dès le départ. Parce que dans les 5 éléments, chaque élément correspond à chaque organe, entraille, et en même temps, c'est lié à chaque émotion très précis. Par exemple, le cœur, c'est la joie, c'est l'amour, c'est cette sensation d'aimer, pouvoir aimer. Si c'est le contraire, la personne a faiblesse énergie du cœur, ou son cœur a été atteint, facile de passer dans l'autre côté de cette positivité, aller dans la négativité. Si une personne devient de plus en plus haineux, incapable d'aimer, voilà, c'est un exemple. Je vais continuer pour que les gens qui ne sont pas compris la médecine chinoise peuvent avoir un plan précis. Après le cœur, c'est l'estomac. Son émotion, c'est les ruminations dans la tête. Parfois, avant de dormir, on a la tête qui rumine, le vélo qui pédale. C'est l'excessif du mental qui abîme l'énergie de la hâte. C'est cette émotion qui va vous donner aussi des maladies de la hâte et l'estomac. Si toutes les émotions n'arrivent pas à bien digérer, aussi, ça va infecter la digestion, infecter aussi l'énergie de la hâte qui est là pour prendre tout ce qui est dans les nourritures pour nourrir les 5 organes centrales. Il y a aussi cette émotion des plaintes. Une personne qui se plainte tout le temps, c'est les problèmes de la hâte. Dans la médecine chinoise, on soigne sa hâte pour soigner une personne qui n'arrête pas de se plaindre, qui n'arrête pas de ruminer comme du feu dans la tête. Après, c'est le poumon. Le poumon comme émotion, c'est la tristesse, c'est l'inquiétude. Toujours chez les personnes âgées, vers les 70 ans, c'est la faiblesse énergie du poumon. Souvent, il dit, oh là, est-ce que j'ai fermé le feu ou pas? Est-ce que j'ai fermé la porte ou pas? Il rentre 3-5 fois pour vérifier. Dans la cuisine, tout ce genre-là. C'est l'inquiétude qui est un reflet de faiblesse énergie du poumon. Et c'est la tristesse aussi qui abîme le fonctionnement du poumon. C'est ces deux-là. Et dans l'autre côté, dans son positivité d'énergie de poumon, c'est une personne qui sait bien ranger sa vie comme il faut, rentrer dans l'ordre de morale comme il faut. C'est li. Ren, c'est le cœur. Ren, c'est le concept confucius. C'est le cœur. Ren, c'est l'amour universel. Yi, c'est il savait une personne qui se plaint plus, il ne rentre pas dans son excessivité, il ne va pas rentrer dans son mental excessif. Il sait bien qu'est-ce qu'il faut faire, qu'est-ce qu'il ne faut pas faire. Qu'est-ce qu'il faut soutenir, qu'est-ce qu'il ne faut pas mêler les mains dedans. C'est le sens de Yi dans le concept confucien. En fait, la médecine chinoise est étroitement liée à cette pensée confucienne. Et après, le poumon, c'est Li, c'est-à-dire une personne qui ne s'inquiète pas, qui n'est pas aussi là pour être triste,
il range bien sa vie comme il faut. Il a des règles à suivre pour être poli, politesse. C'est une politesse à l'intérieur et à l'extérieur pour les gens aussi. Hein. C'est ça. Et après, c'est les reins, énergie des reins. Ça gère émotion de la peur. Une personne qui a été atteinte, énergie des reins, souvent, c'est pas des chocs. Par exemple, une personne, la maman, son fils, tout d'un coup accidenté, la mère tout de suite perd ses cheveux ou avoir des cheveux blancs une seule nuit, c'est parce qu'elle a été choquée, énergie des reins, et abîmée. Ça, c'est un exemple très concret. C'est pour ça qu'on dit toujours émotion de la peur, les chocs, tout ça, ça atteint dans les reins. Les anciens ont déjà vraiment trouvé comment émotion est liée directement à certains organes et comment les travailler. Hein. Les reins aussi, c'est une émotion. Les fois, c'est aussi une personne qui n'arrête pas de « Oh, j'en ai ras-le-bol, j'en ai marre ». Il n'en peut plus, quoi, hein, de la vie. Toutes les choses qu'il en « Ah, j'en ai marre, facilement laisser tomber les bras. Manque de volonté, laisser tomber. Hein. Et peur d'aimer, peur de vivre, hein, c'est le symptôme aussi des problèmes des reins. Et le contraire, si la personne renforce ses reins, il est capable de basculer ses négativités en positivité, c'est devenu quelqu'un extrêmement courageux. C'est le courage. Hein, c'est courage. Il faut avoir énergie des reins pour être quelqu'un volontaire, qui a une bonne volonté pour faire des choses, qui a le courage. Voyez? Et après, c'est le foie. Hein, émotion qui abîme énergie du foie, bien sûr, c'est la colère. Hein. C'est la colère, une personne colérique, une colère refoulée, en fait, son foie a des problèmes. Hein. Ou à l'inverse, une fois que le foie est atteint aussi, c'est une personne très énervée. Hein. C'est comme ça que les anciennes jouent là-dedans les 5 éléments et les 5 émotions, avec les émotions néfastes, les émotions positives, arrivent à guérir les problèmes psychologiques. Hein. Et là, je vais vous présenter quelqu'un que j'aime beaucoup. Il est né en 1864. Il est mort en 1937. C'est-à-dire, c'est une personne qui est presque 2 siècles, hein, presque. Je peux le lire un dossier que j'ai écrit pour le stage de 5 jours de méditation. C'est dans les stages de 5 jours de méditation que je donne son enseignement. Parce que ça fait pour moi partie d'un travail de soi sur la méditation, sur nos émotions. Comment transformer l'émotion néfaste à des émotions positives pour avoir une meilleure vie, pour pouvoir entrer dans la méditation profonde. Alors, c'est Maître Wang Fengyi fut la première personne qui a œuvré pour éduquer la femme. Il a fondé 800 écoles pour la femme du début du XXe siècle en Chine. Ah, peut-être tu vas lire. Tu vas lire. Attends, faut que je prenne mes lunettes. C'est comme ça, ah oui, donc je vais lire. Alors. Bon, bah, tu comptes des yeux, hein. Tu comptes pour les yeux, tu viens. Alors, le docteur Jean-François qui dit, allez chercher ses lunettes. Voilà, il va revenir. Et je vais vous passer ce texte. C'est une surprise pour toi. Donc spécialement consacré à aider les femmes à sortir de leur corvée familiale et traditionnelle et qui peuvent enfin suivre une bonne éducation. C'est une contribution importante du maître Wang Feiyi à signaler. Aucun maître spirituel n'a autant motivé pour la femme afin qu'elle mène une vie cultivée, indépendante et libre à la fois, incarnée de leur féminité. Maître Wang Feiyi est allé sur sa voie illuminée plus loin que Confucius. Si seulement ma mère illettrée recevait son enseignement, elle aurait pu avoir une vie plus joyeuse. Voilà, ce texte, c'est hommage de ma mère, Tang Lo Zhen, qui a quitté son corps le 25 décembre 2021. Ça fait 1 an. C'est juste 1 an. C'était l'année dernière qu'elle a traversé au-delà. Beaucoup de mes élèves connaissent ma maman. C'est une personne très importante dans ma vie. On s'est collaboré presque plus que
à l'âge de 30 ans, il commence à être à mon assistant presque. C'est trentaine d'années de vie commune. Et ma mère, c'est quelqu'un qui n'a jamais pu être dans les écoles parce qu'il a la guerre, la Deuxième Guerre mondiale. Vous voyez, il a la guerre, c'était une femme. On ne lui a pas permis de rentrer dans l'école. Il n'a pas pu rentrer dans l'école de Wang Fengyi. Sinon, je me suis dit, il aura une autre vie. Parce que sa vie a été imbibée dans toutes sortes d'émotions néfastes. Il est maltraité par sa deuxième mère, on dit. Belle-mère. Belle-mère, oui. Et son père est mort très jeune dans les guerres, pendant le moment de la guerre aussi. C'est-à-dire c'est quelqu'un qui est extrêmement souffert psychologiquement. Psychologiquement, il a beaucoup de problèmes, vous le connaissez. Tous les 3 mois, il a une crise psychologique. Tous les 2 mois, il a des crises. Je me suis dit que si plus de monde connaît cette belle pratique de psychologie MTC, peut-être beaucoup moins de souffrance dans le monde. Et qu'est-ce qui est proposé justement en médecine traditionnelle chinoise comme approche du thérapeute vers le patient, vers la personne qui vient le voir? Qu'est-ce que le médecin traditionnel chinois peut proposer pour sortir de cet état? Et souvent, malheureusement, ce sont des états de répétition. Même s'il y a des moments aigus dans la vie de chacun et de chacune, on rencontre tous des moments de difficulté, où tout est remis en cause, où on a du mal à remettre en cause, où on se rigidifie, où on s'épuise, où on se lamente. Qu'est-ce que propose ce grand maître chinois dont tu nous parles aujourd'hui comme approche de ces moments de vie pour être plus conscient de sa vie et pour être plus fidèle à soi-même? Oui. Ce maître, il a beaucoup de problèmes psychologiques, les maladies au début. Il a pu justement rentrer toujours dans des bonnes relations avec sa famille. C'est comme ça, lui, il se soigne. D'abord par lui-même, il a trouvé que si on incarne, par exemple, l'amour filial dans la famille avec nos parents, l'amour entre frères et sœurs, directement dans la vie, l'amour dans le couple, voyez, ces maladies disparaissent. Il a traversé des moments très malades chaque fois pour prouver que en fait notre maladie vient des nœuds psychologiques justement dans les relations souvent entre des êtres très proches. Et c'est aussi un concept bouddhiste. C'est les karmas, sinon nous lier, sinon si on n'a pas ces liaisons karmiques, on ne se rejoint pas en famille. On se rejoint en famille, c'est pour travailler sur justement ce karma karmique, pour travailler notre colère, pour travailler notre jugement, pour travailler sur notre ras-le-bol, tristesse, remords, des regrets. C'est tout ça, en fait, pour Bouddha, c'est pourquoi on se réincarne cette vie ensemble. Moi, j'ai expérimenté avec ma mère, c'est exactement ça. Je rigolais souvent avec mes élèves. Si j'arrive à ce que je fais aujourd'hui, à incarner mon être comme ça aujourd'hui, c'est grâce à ma maman. Parce que cette liaison karmique qui m'a beaucoup travaillé sur moi. Et j'ai l'éducation confucienne au début dans l'université chinoise. On m'a appris déjà ren yi li zi. Ren, c'est l'amour. Yi, c'est ce qui fait, ce que tu ne veux pas faire. Il faut vraiment faire une décision vous-même. Li, c'est être politesse, trouver les limites. Li, zi, c'est la sagesse. Toute ma vie, je suis à la recherche des maîtres de sagesse. Xing, une personne qui a une forte énergie de foi, il peut donner la parole. Pour nous, donner la parole, c'est énergie de foi. C'est très important pour une personne qui grandit dans la vie. C'est une personne qui est incapable de donner sa parole. On ne peut pas lui croire. C'est toute cette éducation qui m'a forgé. Face à une mère comme ça, je me suis dit, c'est mon travail à moi. Plutôt à l'exiger de changer parce que elle a déjà tout le facteur. On était très pauvres, elle a tout le facteur des enfants, tout le travail ménagère à la maison. Très très dur déjà pour elle. Je me rappelle ma mère toujours quittait la maison avec des valises. C'est incroyable.
Tu vois, régulièrement, il prend sa valise, quoi. Tellement il en a ras-le-bol. Tu vois, l'énergie des reins est attaquée, quoi. Il a la colère, bien sûr, sa belle-mère lui tapait dessus tout le temps. Hein. Il m'a raconté toujours pieds nus, marcher sur la glace en hiver. Et on ne lui a même pas donné les chaussons, on ne lui a même pas donné les chaussettes. Elle est obligée de s'occuper 12 enfants de sa belle-mère, vous voyez. C'est une esclave, quoi. C'est pour ça qu'en elle a beaucoup de remords, beaucoup de colère. Dans elle a beaucoup de tristesse, beaucoup de plaintes, jamais content, parce qu'elle a été vraiment très attaquée dans sa vie. Face à une personne comme ça que je dois vivre 24 heures sur 24 pendant 35 ans, je me suis dit que c'est un travail pour moi, pour incarner justement l'amour, colère, conscient, oh my God, conscient, elle m'a provoqué bien sûr beaucoup de colère, cette situation. Hein. Mais chaque fois, je retravaille sur moi souvent. C'est le travail que fait aussi Wang Fengyi. C'est-à-dire, il a travaillé beaucoup sur lui-même. Dans l'école de psychologie, il exige la personne d'abord trouver la conscience. Pourquoi vous êtes malade? Chercher la cause psychologique. Pourquoi vous êtes malade? Par exemple, il a soigné une personne qui a des problèmes de testiculaires. Il dit, c'est bizarre, votre testicule devient noir et rentre dedans. Il ne va pas comme Li Haixia lui donner des remèdes avec des aiguilles. Non, il a dit, sûrement, tu as des problèmes avec ta femme. Sûrement, tu n'as pas aimé ta femme. Tu ne lui as jamais fait l'amour. C'est exactement le cas. C'est comme ça, il invite la personne. Si vous voudrez vous guérir, ta femme est très gentille, elle est belle. C'est une paysanne, il connaît pas, tous les gens ont des défauts. Mais puisque tu l'as épousée, il t'a fait à manger les 3 repas, il est très gentil. Tu peux pas essayer de l'aimer, vraiment. Vous voyez, puisque c'est déjà un couple. C'est comme ça, cette personne a fait travail sur lui-même. Il est devenu beaucoup plus aimant et gentil à sa femme. Et son problème de testicule est fini. Tu vois, c'est un exemple très concret. Il a d'autres enfants aussi, il a soigné. Pour lui, les enfants malades, c'est la maman. Il faut chercher la maman. C'est-à-dire, c'est un enfant problème du cardiaque, dès la naissance. Il ne va pas comme Li Haixia chercher sûrement pendant votre grossesse, vous avez pris des médicaments chimiques. Et maintenant, je vais le régler avec des plantes. C'est ça le travail de Li Haixia. Maintenant, l'enfant, il ne veut pas ça. L'enfant, il dit, votre maman, sûrement, elle n'a pas aimé ses parents. En plus, il n'a peut-être pas aimé ton papa. Il se plaint toujours devant toi, son cas. Il se plaint toujours sur son mari, ses parents. Et du coup, la haine est née dans ton cœur. Alors l'enfant le regardait. Il se met à pleurer, crier. Et après la pleure et le cri, son problème cardiaque est fini. Vous voyez, c'est vraiment par les émotions. Je trouve, à part Li Haixia, les plans, les aiguilles, en Chine, en fait, on était très grands maîtres. Il est capable de soigner directement, pointé par la cause psychologique de la vraie cause de maladie. Parce que pour moi aussi, beaucoup de causes de maladie viennent de psychologie, viennent de ce qu'on a vécu pendant l'enfance, même avant la naissance, dans le ventre de la maman, tout ça. Là-dedans, je trouve que les psychothérapies occidentales a fait un travail déjà immense dedans. Peut-être tu peux raconter un peu pour que notre auditeur peut comprendre ces tendances européennes, quelle est la différence aussi avec nous. Ce qu'on nous a appris à la faculté de médecine et ce qui a été la pratique en Occident par rapport aux problèmes psychologiques, pendant des siècles, ça a été nié, ça a été mis de côté, c'était récupéré souvent par la religion, qui disait vous récitez telle ou telle prière, et par la violence des enfermements. Jusqu'à la Révolution française, les aliénés, comme on disait, étaient enchaînés et montrés au public. Le dimanche, on les sortait à la salle pétrière, et les Parisiens venaient voir les aliénés, qui étaient considérés comme des gens qui étaient possédés par des démons, pour les personnes qui avaient une vision religieuse ou mystique ou superstitieuse de la vie. Et pour d'autres, c'était surtout au moment où il y a eu la révolution bourgeoise de 1789, il y a eu
une espèce de mépris en disant que les personnes, les prostituées, les gens qui ne trouvaient pas de travail, les voleurs, les gens qui étaient dérangés psychologiquement, c'était des gens qui étaient des dépravés. C'était des gens qui ne suivaient pas la morale dans sa rigidité et que c'était ça la cause de leur maladie. Donc il y avait une vision religieuse et une vision qui restait morale. Et puis enfin, a commencé avec Janet, qui était un psychiatre français, qui a commencé à considérer que la psychologie existait, qu'on pouvait avoir des perturbations émotionnelles, relationnelles, liées à des histoires personnelles, des histoires de famille, des histoires de généalogie. Et bien sûr, il y a eu Freud qui a été un grand tournant pour l'approche de la psychologie humaine. Et puis, petit à petit, dans les années 60, il y a eu les approches, surtout venues des États-Unis, qui ont essayé d'être plus pratiques que introspectives. C'est-à-dire que dans le freudisme a beaucoup amené à explorer sa psyché, explorer l'histoire de chacun, parfois pour s'y perdre, quand on voit la durée des cures analytiques et les résultats qui ne sont pas forcément au rendez-vous. Et Freud a toujours dit que sa méthode n'était pas une méthode thérapeutique, mais c'était une méthode d'exploration et de compréhension. Donc, avec le courant très pragmatique américain ou anglo-saxon, il y a eu ce qu'on appelle les nouvelles approches qui sont beaucoup plus pratiques, c'est-à-dire il y a peur d'aller dans les transports, on va se faire des petits repères pour s'apaiser, mais on ne va pas chercher d'où vient cette peur. Après, il y a eu des techniques plus mécaniques, au-delà de l'hypnose, au-delà de toute cette période où l'hypnose a pu enfin revenir sur les outils thérapeutiques. Et donc maintenant, on a tout un panel, et commence à arriver maintenant, depuis l'engouement pour le chamanisme, l'usage de plantes psychotropes, comme la psilocybine, comme le LSD, comme l'ayahuasca, etc., qui, semble-t-il, ont une grande efficacité. Ça a été interrompu dans les années 60 aux États-Unis parce qu'il y avait la guerre du Vietnam et qu'il y a eu une espèce d'ostracisme sur tout ce qui n'était pas ordinaire et qui semble, au bout de une ou deux prises de ces remèdes, lever des pathologies qui sont très anciennes, avec cette perception qu'a la médecine traditionnelle occidentale, c'est-à-dire une vision très physico-chimique. C'est-à-dire on ne parle plus d'histoire, on ne parle plus de la personne, on ne parle plus non plus de ce rapport qu'ont les chamans, qui eux utilisaient toujours ces plantes, ont au spirituel. C'est-à-dire que plus on remonte dans l'échelle et dans l'importance de la pathologie, plus on va haut. C'est-à-dire plus on va vers ce que les bouddhistes nomment le karma, par exemple, les histoires que l'on traîne de vie en vie et qui se remettent à jour jusqu'à ce qu'on les règle, jusqu'à ce qu'on les équilibre, jusqu'à ce qu'on les apaise et jusqu'à ce qu'on puisse passer à autre chose. Donc les psychotropes, agissant de cette manière-là, peuvent effectivement régler à la source, ce qui permet qu'en cascade, les émotions, les habitudes puissent être désamorcées et que la personne retrouve une vie qui lui soit bénéfique. Donc c'est un petit peu la progression historique des maladies des maladies psychologiques ou des problèmes psychologiques tels que l'Occident les a envisagés d'une manière très normative aussi, moraliste, religieuse dans le sens contraignant du terme. Et après, maintenant, c'est la mode de la biologie, de la neurologie. Voilà. Après avoir eu cette grande découverte de Freud, de l'inconscient et de toutes ces structures-là qui ont été à la base de la psychologie moderne, même jungienne, qui lui a donné une vision, un élargissement spirituel. Voilà. D'ailleurs, c'est une bonne chose. En fait, chaque personne peut retrouver l'influence de parents qui est sur nos actes, sur notre vie, en fait. Moi, je me rappelle quand j'étais jeune, j'ai fait 2 ans de psychothérapie, de parler un peu de mon papa et ma maman. Ça permet d'avoir un miroir aussi. Mais je crois que si ce genre de thérapie, ça traîne trop longtemps, ça vous fait parler dans le mental des années, mais je crois que c'est plutôt à dérive parce que il faut plutôt corriger par les actes.
corriger des actes nous-mêmes et corriger aussi les relations qui sont un peu pourries par ce genre de problèmes psychologiques. Je crois que c'est ça la différence entre Liang Fengyi et les autres psychothérapeutes en Occident. C'est-à-dire, ils pointent très clairement la chose pour vous aider à trouver la cause. Et ces patients sont obligés de faire une action, un acte réparateur pour changer la vérité, changer, transformer, je peux dire plutôt le mot, transformer son attitude et son être. Je crois que c'est ça un peu la différence. Si on passe des années à répéter les nœuds de nos parents, ça ne va pas avancer dans la vie. Souvent, je rigolais avec des gens, je dis, au lieu de parler tout ça devant votre zi, il vaut mieux que vous parlez gentiment avec la cause de la personne, soit c'est votre femme, soit c'est votre mère, soit c'est votre papa, retrouver la réconciliation, la compréhension. Comme ça permet d'avancer un peu plus vite. Je crois que c'est ça le grand révélation de Liang Fengyi. Il y a une histoire qu'on racontait, je me souviens quand j'étais étudiant en médecine et que je faisais mon stage de psychiatrie. Il y a deux personnes qui discutent l'une avec l'autre. Il y en a qui dit à l'autre, bah, écoute, moi j'ai commencé une psychanalyse il y a 20 ans parce que je faisais pipi au lit et l'autre lui dit, bah alors ça fait du bien, maintenant tu as arrêté de faire pipi au lit. Il dit, non, je continue à faire pipi au lit, mais je sais pourquoi. Donc il y a toute une phase très mentale qui était défendue, et c'était l'époque. C'était l'époque des années 40, 50, 60. L'Europe était très très mentale avec toutes les théories, etc. Et de toute façon, l'université française est exclusivement mentale. Mais il n'y a pas ce côté action. Qu'est-ce que je fais de cette compréhension? Qu'est-ce que je fais de ces outils que je viens de découvrir pour me passer à autre chose? Et les thérapies plus modernes, comme la Gestalt, comme d'autres approches, abordent le passé, mais disent « et aujourd'hui, qu'est-ce que t'en fais de tout ça ?» Globalement. Il n'y a pas cette précision que donne le maître dont tu parles, que tu évoques, qui va lui pointer directement. Et je pense que la psyché, telle qu'elle est construite en Chine ou en Inde, en Asie en général, est différente de la psyché occidentale qui est liée à la pensée grecque matérialiste. Où il y a une espèce d'hypertrophie du moi, d'hypertrophie de l'ego, qui fait qu'on est beaucoup moins sensible et beaucoup moins capable d'entendre que c'est une problématique générale qui vient dans notre vie, mais que ce n'est pas notre vie. Qu'il n'y a pas que notre petit moi, ma petite histoire. Et je crois que c'est aussi une manière particulière d'aborder le monde, de voir le monde, de se replacer dans le monde où l'ego n'a pas une emprise aussi puissante en Asie qu'en Europe, où l'ego est extravagant, est énorme. Ça a donné cette espèce d'ethnocentrisme où tout est analysé à partir du mode occidental de pensée qui a fait des dégâts et des désastres épouvantables. C'est pour ça, moi, j'apprécie quand même beaucoup Confucius. Moi, je suis vraiment baignée par cette éducation. On nous a appris chaque jour à réfléchir d'abord avant de dormir. Qu'est-ce qu'on fait de mal pour nous-mêmes ou pour les autres avant de dormir? Se faire un cinéma pour voir un peu chaque jour qu'est-ce qu'on fait comme bêtise. Après, essayer de lendemain, on ne le fait plus. Ça, c'est Confucius qui a donné ça. Des petites, on est rentré dedans. Mais la Chine communiste a perdu ses traditions, c'est regrettable. Ces traditions ont continué à Hong Kong et à Taïwan. C'est pour ça que je rencontre toujours des Chinois très amples, intelligents, qui incarnent un peu cette culture à Taïwan, des Taïwanais. Des gens très compatants de Hong Kong qui ont mélangé les deux cultures. Que l'ego n'est pas communisé, comment dire. c'est pas politisé non plus. Voyez, on a une valeur humaine à réaliser dans cette vie. Je crois que Confucius a donné énormément pour le peuple chinois depuis les millénaires. C'est bien qu'on retrouve cette tradition, cette belle tradition. Je crois que une des richesses de la culture chinoise, c'est justement d'avoir à la fois se nourrir dans le comportement social et dans la vie sociale
de Confucius, à la fois d'avoir ces références à Lao Tzu avec le taoïsme et à la fois une spiritualité qui a été introduite par le bouddhisme, et d'avoir cette alliance des trois, non pas contradictoire, mais complémentaire. Voilà, c'est pour ça mon école, c'est les trois. Liao Chan, Chan, c'est un mélange des trois. Chan, c'est le summum de maîtrise de Confucius, de Lao Tzu et de Bouddha. C'est ça le Chan. C'est vraiment amener dans ce chemin de mélange des trois. Parce que si on ne connaît pas transcender la vie à la mort comme Bouddha, on a peur de mourir, on a peur de vivre. Si on n'a pas l'esprit libre de Zhuangzi, on ne peut pas apprécier, danser, chanter dans notre vie. Je crois que Zhuangzi nous a donné une immense joie dans la vie. C'est qui chantent, qui dansent, comme des chamans, comme des magnifiques. Il apprécie la liberté de la vie. Dans Zhuangzi, il raconte toujours des animaux mystiques qui sont capables de voyager dans le cosmos. Il nous ouvre les yeux pour le cosmos. Et Confucius est là pour que notre relation humaine sur Terre soit en paix et en amour. Dans ces communautés, il faut qu'on ait des limites de respect les uns les autres. Et pour corriger notre erreurs surtout, les actes qu'on a faits, sûrement on n'est pas parfait, on n'est jamais parfait. Ça va ce retour de correction, de compréhension. Et c'est l'amour, c'est compassion. Tout ça, ça mélange qui peut donner une société saine, quoi. Et de retrouver, je pense aussi, des rites sociaux communs qui, au-delà des religions, au-delà des nationalismes, puissent être des moments où les gens se retrouvent pour dépasser leurs histoires personnelles et avoir des valeurs communes à partager en bienveillance, à ne pas imposer aux autres, mais à proposer aux autres pour s'enrichir et accueillir aussi les valeurs morales, spirituelles des autres peuples, des autres traditions, des autres visions du monde, pour que l'humanité puisse briller de toutes ses facettes, parce qu'aucune facette ne prévaut sur l'autre. Tout à fait. L'important, c'est cette richesse extraordinaire que l'humanité a donnée comme reflet de l'unité du monde, de l'unité de l'univers, et que chaque culture, chaque personne, parfois, peut apporter une petite touche personnelle à partir du moment où elle ne revendique pas qu'elle est elle-même la source ou l'unité. Oui, c'est pour ça qu'on a fait une fête. Je crois que je vais faire ça régulièrement dans le centre, une fois par mois. On a fait une fête pour le rythme de cacao par les chamans en Amérique du Sud. Moi, j'ai une liaison avec des chamans en Amérique du Sud. J'ai passé des mois avant pour réaliser des films avec eux. Je crois que ma vie antérieure était un peu là-bas. D'ailleurs, les Chinois la tracent. Plus que 10 000 ans, il y a des Chinois qui viennent traverser le nord du groupe pour arriver, descendre jusqu'à l'Amérique du Sud. On a une liaison avec les Tibétains, les Mayas. C'est comme un hasard, j'ai un élève qui vient de là-bas, qui a fait ce travail-là avec des chamans. Et la Lime a des rituels justement très beaux. On a chanté, on a dansé avec des musiciens en Amérique latine, de Pérou, Colombiens, Chiliens. C'était magnifique. Je crois qu'à partir du moment, avec plaisir, à partir du moment où on est capable, et le chant et la danse sont des vecteurs extraordinaires qui sont présents dans toutes les spiritualités. Mais on peut même dire, par exemple, chez les Hébreux à Jérusalem, les grands prêtres étaient des chanteurs et des danseurs. Ce n'étaient pas des gens austères et des gens qui n'arrêtaient pas de pinailler sur des points. À partir du moment où on arrive à rentrer dans l'énergie du cosmos, l'énergie du monde, la perception qu'on est traversé et qu'on s'oublie complètement en tant qu'ego, à ce moment-là, on peut être dans la paix. Et je pense que cette période de nouvelle année, de cette période de la profondeur de l'hiver qui va rejaillir, la lumière va revenir bientôt, là, puisque dans quelques jours, nous serons le début de l'ascension du jour. On peut profiter de ce moment-là pour souhaiter à tout le monde de retrouver cette beauté de cette communion humaine avec le cosmos. Chanter et danser. Voilà. Pour Noël et pour Nouvel An.
Exactement. Oublier tous les soucis qu'on a subis depuis 3 ans. Mm. Je crois que c'est le moment de la joie, c'est le moment de la fête. Mettre une belle musique, faire la fête. Voilà. Ouais. Eh ben, on peut Ça, souhaiter- c'est le meilleur, je trouve, le meilleur soin psychologique. Hmm. Parce que la joie peut apaiser la tristesse. La joie aussi peut transformer la colère. La joie aussi peut arrêter le ruminement mental. La joie aussi peut apaiser la peur. Parmi les 5 éléments, la joie du cœur, justement, c'est la clé pour remonter la morale, pour avoir une bonne santé. On ne devait jamais quitter les chants, on ne devait jamais quitter la danse. C'est comme ça que nous vivons heureusement. On est là pour être heureux, je rigolais, on n'est pas là pour être malade. Maintenant, l'humanité est cernée par les maladies. Il faut trouver tous les moyens pour s'en sortir. Je crois le chant, la danse, une bonne médecine, c'est le moment où tout le monde devait s'approcher là-dessus. Eh ben, on peut souhaiter à chacun d'entre nous Ouais, et à chacune qui nous écoute ouais. de trouver la joie pour commencer cette prochaine année 2023. Est-ce que tu veux rajouter quelque chose par rapport à ce sujet-là? Et moi, j'ai préparé pour vous raconter, à part l'enfant Yi, qui soigne les problèmes psychologiques, les maladies psychologiques, par la conscience, par les actes bienfaisants, par la conscience, tout ça, magiquement. Il y a l'Ihaxia toujours par les plans, par les aiguilles. Je vais donner, pour finir, des cas très concrets pour les thérapeutes, pour éveiller un peu la conscience. Comme toutes les personnes qui ont pris des années d'antidépresseurs, l'Ihaxia a toujours commencé par, bien sûr, l'arrêter. Sinon, on ne peut rien faire. Parce que il suffit de diagnostiquer les personnes qui ont pris des années d'antidépresseurs. Tu verras son foie dans les yeux, il a plein de trous. Tu sais, son foie a été atteint par les toxines chimiques. Il suffit aussi de regarder sa rate. Elle devient immense. La zone de la rate devient immense dans les yeux, c'est-à-dire sa rate aussi a été abîmée. Et le poumon, il y a aussi des traits, des lignes rouges. Tu sais qu'il y a pas mal de choses dans le poumon aussi pas très équilibrées. C'est ça que selon chaque cas, il regarde et diagnostique. Il arrête tous ces médicaments chimiques qui abîment le cœur, le foie, les reins. Au bout des années, la personne devient un peu plus bête. Et toutes sortes de maladies qui vont l'accabler de plus, en plus les psychologies. Voyez, c'est pour ça, pour lui, c'est pas une voie pour vraiment guérir les dépressions. Alors, il a proposé des plantes très intéressantes. Par exemple, une personne, il a diagnostiqué, oh là là, il a le feu, il est un peu obèse, il a toujours envie de manger, il a le feu dans lui. Yang Ming Jing Ye, on dit, c'est l'excès de chaleur dans le méridien Yang Ming. Dans l'estomac, du coup, c'est la personne n'arrête pas de manger Coca-Cola, toutes sortes de sucreries, les Coca-Cola, les chocolats, tout ça. Des chocolats, souvent, c'est des personnes qui manquent d'amour, bien sûr. Alors, c'est avec Sigao Zimu pour calmer le feu de méridien Yang Ming. Et en plus, c'est une personne constipée, il lui ajoute Xiao Cheng Qi Tang, un Hou-Po pour aider son foie, enlever les toxines, pour essayer de sauver son foie après des années d'antidépresseurs. C'est Cai Hu Yu Jing Wang Qing. Selon les doses, selon la personne, quel est le poids de la personne, quel est le niveau de gravité de la personne, les doses sont différentes. Un médecin bien, ou la qualité d'un médecin, c'est vraiment les plans qui l'emploient, est-ce que c'est efficace, surtout c'est la dose, est-ce que c'est correct. Après, c'est Tianhua. Tianhua, c'est parce que c'est une personne qui n'arrive pas à avoir soif. Souvent, le chimique sèche tous les bons liquides dans le corps. Du coup, la personne a souvent soif, sécherait dans les vagins, sécherait dans la bouche, sécherait dans la peau. C'est pour ça qu'il lui donne Tianhua, Tianhua Fen. Et c'est une personne qui a du mal à évacuer les toxines dans les reins. C'est pour ça qu'il lui donnait
茶蟹茯苓. Et surtout pour calmer son esprit, pour que la dépression s'estompe, pour qu'il retrouve un peu la joie de la vie, on a des remèdes dans la nature. C'est yuanzi fushen. Fushen, c'est un champignon qui pousse au pied des pins en haute montagne. C'est la partie de ce champignon qui est collée à ces racines de pin. Bien sûr, il est très ancré sur la terre en montagne. Il a une puissance d'ancrer l'esprit dans la personne. C'est avec ça qu'il guérit les dépressions. En plus, au bout des années d'antidépresseurs. C'est comme ça. Il y a d'autres cas, c'est pour... par exemple, il faut diagnostiquer, en fait, c'est la personne, il est vraiment, à l'intérieur, c'est foi. Quand une personne a foi, bien sûr, il ne peut pas avoir la joie. Si c'est la foi imbibée, l'humidité imbibée dans les méridiens ou dans les organes entrailles, bien sûr, c'est une personne dépressive. Parce qu'il manque de moteur, il manque de chaleur, il manque de feu. Il va lui donner d'autres plantes. C'est selon chaque personne, en fait, on n'a pas du tout un médicament pour soigner telle maladie psychologique. Il faut toujours diagnostiquer les 100 organes centrales, comme on a déjà raconté au début de ces conversations. Il faut diagnostiquer si c'est le foie, ou si c'est les reins, ou si c'est le poumon. Après, lui donner des remèdes qu'il lui faut. Il a donné aussi un exemple, c'est une personne antidépressive depuis des années. En même temps, en fait, il a fait baisse le sang du cœur. Son cœur a été atteint depuis des années, avec toutes sortes de choses, de médicaments, de chimiques très fortes. Son cœur est déjà, le yang du cœur est faible, et surtout en vieillissant, le yin du cœur est faible aussi. C'est pour ça qu'il a de la dépression. C'est aussi énergétique. Si c'est faiblesse yang des reins, faiblesse yang du cœur, en plus faiblesse yin du cœur, bien sûr, la personne ne peut pas être en bon moral. Et on soigne énergie par des plans, par les aiguilles, pour le équilibrer, remonter l'énergie yang des reins, renouer l'énergie yin du cœur ou des reins. C'est comme ça que la personne peut retrouver déjà énergétiquement, physiquement, en bon état pour rentrer dans la joie, rentrer dans la santé normale. C'est comme ça qu'on soigne. Voilà, c'est l'exemple. Je ne vais peut-être pas rajouter. Pour l'enseignement de l'enfant yi, en janvier, je vais donner un stage de 2 jours en méditation parce qu'il a donné énormément de pratiques méditation pour rendre les personnes en conscience, en méditation, aussi pour guérir les maladies. Je vais donner ça à 14-15 janvier, festival de méditation. Je vais enseigner aussi l'enfant yi. Et pour les dépressions, on a déjà passé un stage là-dessus, 2 jours pour parler de toutes les maladies psychiques au centre. J'espère qu'il y aura plus de monde parce que très peu de gens savent que je donne autant de choses dans mon centre. J'ai envie que maintenant on sache, pour ceux qui sont à la recherche d'une belle voie de santé, peuvent venir me rejoindre. Tu peux rappeler ton adresse mail pour que les gens puissent être au courant de tes différents stages, de tes différentes publications? Voilà. Vous pouvez me contacter toujours par mail, c'est egolliao@gmail.com. Pour les programmes, ce sera mis en bas de cette conversation dans YouTube. Je vais mettre tous les liens déjà de mon site. Vous pouvez rentrer dedans pour trouver le programme de l'année prochaine. J'espère qu'on va démarrer une année très consciente, heureuse, avec une très bonne santé. Eh bien, avec grand plaisir, avec grande joie. Et nous nous retrouverons autour du Nouvel An chinois, qui cette année sera le 22 janvier. 22 janvier 22 janvier. Nous, 2023. en fait, le 4 février, il y aura une fête aussi au centre, avec tous ces chamans, justement, avec cette équipe musicienne qui vient de l'Amérique latine. On va chanter et danser. Et ben voilà C'est le 4 février. Une nouvelle année qui commencera bien. Voilà. Bonne année. Bonne année, bonne fête.